simplement quelques mots. Je suis Aurélia, je travaille dans l'agence de branding for good Pixelis. Et donc, on est passionné par le design, par l'humain et par les marques, la créativité, un peu tous ces sujets-là. Et j'ai fait la connaissance, enfin, je connaissais déjà Jérémy, mais il est venu nous parler de ce projet de facteur humain d'université d'été. Ça nous a passionnés. Et donc, on a pris le train en route. Et peut-être pour entrer dans le vif du sujet de ce qui nous réunit aujourd'hui, je comptais poser une question pour commencer à Jacques, mais j'aimerais aussi entendre Alexandre derrière, avec une question un peu toute bête, mais qui me paraît évidente pour révéler un peu le sujet qu'on aborde aujourd'hui. À l'heure où nous sommes tous conscients, voire témoins ou même victimes des enjeux sociétaux de notre planète, comment, Jacques, expliques-tu l'inaction ou la lenteur de la transition? Est-ce que ce serait à voir avec le facteur humain? Je crains, si je fais très court. Effectivement, on peut dire qu'au cours des 20 dernières années, énormément de problématiques ont été étudiées, même plus de 20 ans, mais en particulier, et énormément de solutions technologiques ont été trouvées, même si ça ne résout pas tout. Et assurément, il y a un décalage qui au départ était moins criant, moins flagrant, entre ce qu'on peut comprendre et faire et ce que l'on fait. Même si on peut dire qu'il y a une avancée dans le cadre des mises en œuvre, mais qui est en retard par rapport à cette capacité de fond. Et le facteur humain est le grand facteur de frein. Alors, ça s'explique sans doute assez facilement. Notre société est une société d'ingénieurs au départ, ou de chercheurs, et de consommateurs. Donc, il y a des gens qui ont pris la culture et le format pour réfléchir, anticiper et créer, et puis d'autres qui ont pris le format pour reproduire, produire et consommer, et vivre. Et la société d'aujourd'hui est une société où il faut devenir un peu tous tout. Et là, il y a un saut qualitatif, culturel considérable, parce que pour une majorité d'entre nous, enfin, prenons le siècle dernier, le 20e, voire le 19e, les changements se font à l'échelle des générations, c'était relativement plus facile. Aujourd'hui, les changements se font à l'échelle de la décennie, voire de l'année. Et là, clairement, ça va supposer une montée en capacité, en aptitude, parce que à la base, je termine ce prélude, l'humain a été sélectionné darwiniennement dans un écosystème court, temporellement et spatialement, petit nombre d'individus, petit système environnemental, petite temporalité, et donc les capacités d'adaptation que nous avons sont plus naturellement centrées sur l'immédiat. Je lisais encore une petite étude sur la générosité. La plupart des gens disent « moi je suis généreux avec ma famille et mes voisins », mais être généreux avec des anonymes loin, oui, bon, enfin, il faudrait, mais en gros, c'est ça. Et je pense que notre écosystème est devenu trop large, sans une formation. Antonio Damasio, qu'on citait tout à l'heure, au nom de la salle, disait, voilà, il faut apprendre à faire de la conscience étendue dans le cortex préfrontal, parce que c'était juste là pour dépanner en cas de problème, quoi. Aujourd'hui, il faudrait vivre avec. Et ça, c'est un sacré souci. C'est passionnant, merci. Merci Jacques. On voit que l'humain peut être la clé des problèmes, mais aussi des solutions. Mais il va vraiment falloir bien comprendre comment on fonctionne pour aller trouver les clés de la solution. Et c'est là tout l'objet de la réunion de tous ces acteurs, quoi. Et Alexandre, de ton côté, est-ce que tu as un regard un peu complémentaire à apporter? Je sais que tu parles beaucoup de design cognitif notamment. Oui, donc le regard complémentaire, en fait, c'est que on a surtout cherché à outiller et à équiper et à créer, à créer des outils, des dispositifs, des technologies, etc., pour s'occuper quasiment de tout sauf de l'humain dans les transitions qui étaient nécessaires. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet du facteur humain, et pour le petit clin d'œil à Riyad, le facteur humain, il n'est pas passé, en fait. C'est-à-dire que il sonne peut-être toujours deux fois, mais en fait, il n'est pas passé. Et en fait, c'est vraiment le sujet qui est en plein milieu. On sait tous, quand on dit, en fait, le facteur humain, il est clé dans toutes les transitions, il n'y a pas grand monde qui va venir dire le contraire, quoi. Il n'y a pas grand monde qui va venir dire non, c'est des conneries, votre truc, c'est pas le facteur humain qui compte, c'est autre chose qui compte. Donc, c'est évident que c'est le sujet. Et pourtant, on s'en occupe pas vraiment.
et on s'en occupe pas vraiment parce qu'on a peut-être toujours tendance à éviter ce qui est évident, c'est que le nez au milieu de la figure, en fait, voilà, on évite de s'en occuper alors qu'on sait très bien que c'est évident. Et donc, si on prend effectivement d'un point de vue du design, c'est-à-dire du point de vue de la création d'artefacts, c'est-à-dire de choses qui n'existent pas dans la nature pour réaliser une certaine fonction. Et si on prend le design au service des transitions, en fait, on se rend compte que les designers ont surtout travaillé sur des technologies, des objets, des dispositifs qui permettaient à tout sauf l'humain d'évoluer. C'est-à-dire, on cherche à faire évoluer l'énergie, on cherche à faire évoluer les technologies digitales, on cherche à faire évoluer la consommation, le mobilier, la mode, etc., etc. Mais finalement, on n'a pas encore tellement cherché, on n'a pas encore tellement que ça à chercher à faire évoluer l'humain et à faire changer l'impact de ce facteur humain sur son environnement. Et donc, effectivement, ce design cognitif qu'on défend tant chez Human Matter et maintenant avec d'autres camarades, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut créer pour l'humain pour que l'humain retrouve une forme de puissance d'action positive vis-à-vis de son environnement. Et donc, la démarche que l'on entreprend, c'est celle, en fait, de venir rendre opérationnel ou opératoire ou utile ou utilisable toutes ces connaissances venant des sciences cognitives, c'est-à-dire on ne s'est jamais aussi bien connu en tant qu'être humain, on ne s'est jamais nous-mêmes aussi bien connus, jamais. On n'a jamais aussi bien compris les secrets de la conscience, de la mémoire, etc., jamais. Et pourtant, on n'a pas encore complètement créé les solutions qui permettent de faire quelque chose de cette connaissance. Voilà. Donc, c'est ça, nous, dans la démarche dans laquelle on est engagé, en s'appuyant sur le design, c'est-à-dire en cherchant à créer des choses utiles, utilisables, plaisantes à utiliser, peut-être aussi avec une certaine esthétique, etc. etc. Voilà. Merci Alexandre, passionnant. Et du coup, effectivement, le petit groupe que nous sommes avons décidé de regarder ce nez au milieu de la figure. Et tu le disais aussi, tout est un peu à créer. Et donc, en provoquant un peu le destin, notamment Jérémy, tu peux sûrement nous parler un petit peu de ces universités d'été qu'on planifie pour la fin de l'été. Oui, donc c'est 5 jours, la dernière semaine d'août, donc le 30, 31, 1er et 2 et 3 septembre. C'est une initiative effectivement de Humans Matter qui est donc à parler avec le GIECO, qui a parlé avec Pixelis, qui a parlé avec 28 degrés design, qui a parlé avec la BRH. Donc, en fait, on est maintenant, je crois, 6, 7, 8, 9, 10 organisateurs, donc unis pour proposer une programmation très complète qu'on va découvrir dans 5 minutes. C'est un événement qui sera en présentiel à Paris dans 3 lieux, voire 4 lieux différents, et qui sera aussi retransmis donc en digital. La façon dont les billets seront vendus par demi-journée, ça sera des programmations indépendantes les unes des autres, mais avec des thématiques qui se rejoignent pour passer une demi-journée, voire une journée, voire une semaine ensemble. Le principe de chaque demi-journée, c'est d'avoir une table ronde d'inspiration sur les grands enjeux du monde, les sciences cognitives, le design cognitif, voilà, vous allez découvrir. Et dans la plupart des cas, c'est suivi d'ateliers. En général, il y aura 3, 4 ateliers en présentiel et 1 en distanciel. L'objectif des ateliers, c'est de se réunir autour de projets à impact sur les grands enjeux de ces transitions. Et la dernière après-midi sera un tremplin de ces projets avec le projet 21 jours, on y reviendra tout à l'heure. On accompagnera, nous collectivement, les projets qui seront proposés et qui naîtront pour qu'ils réussissent.
Et merci Jérémy. J'ai aussi ma casquette Humans Matter, animateur de communauté Humans Matter, et aussi Nous sommes vivants. Et tout à l'heure, Annelise, Rudy, Sylvie présenteront le programme Nous sommes vivants. Et donc, c'est Jérémy, hein, pour l'info, si vous devez le savoir peut-être tous, mais qui lead avec beaucoup d'énergie tout le projet. Merci beaucoup de permettre à ce sujet d'éclore et de prendre un peu plus forme concrètement. Donc, ces universités, 5 jours, on a le temps de creuser les sujets, d'aller dans des thèmes un peu plus précis. Et on est vraiment sur ce mécanisme de Think, Do, Share qui, je pense, fait le tour, nous permet de faire le tour des sujets à différents niveaux. Et du coup, ce qu'on voulait vous proposer maintenant pour être de plus en plus concret, c'est de vous dévoiler ce programme en commençant dans l'ordre chronologique du déroulé en fait de ces 5 journées. Et donc, le lundi 30 août matin, c'est l'Alliance avec le GIECO et donc notamment Jacques qui commenceront les festivités. Est-ce que Jacques ou Kathleen, vous pouvez nous en dire quelques mots? Je ne sais pas si Kathleen est dans la place. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Bon, je peux me lancer. Disons que le GIECO, on va présenter son état de développement actuel. L'Alliance a été véritablement lancée à l'automne dernier. Et le sujet aujourd'hui, c'est le lancement du premier gros rapport du GIECO, autrement dit, sous 2 ans, 3 ans, le temps qu'il faudra pour le financer, sortir en premier rapport exhaustif et derrière des livrables ciblés par domaine d'activité, par métier, en quelques pages ou quelques dizaines de pages pour les experts, et qui permettent d'aller ressortir les domaines robustes, les domaines véritablement pertinents sur le facteur humain, depuis les sciences fondamentales jusqu'au domaine des plus applicatifs, et qui pourraient être intéressants, voire déterminants dans le changement de cadence de cette mutation du facteur humain. Comment l'implémenter, l'incrémenter dans le réel. Autrement dit, bien sûr que ça va faire évoluer la science, comme tous les gros rapports de ce genre, parce que ça croise des disciplines. Ça ne va dire que les choses qui ont été publiées, mais ça va les faire connaître, ça va les croiser, ça croise les scientifiques, ça les fait réfléchir, ça change les recherches elles-mêmes, mais surtout la finalité à très court terme, c'est le transfert sociétal pour mettre à portée des acteurs, que ce soit les consultants, les spécialistes qui font déjà ça, mais leur donner encore plus d'outils à une échelle qui est inaccessible à l'échelle des individus, même des organisations, même des pays à l'heure actuelle, personne ne le fait. En sens inverse, ces livrables seront co-créés avec des chercheurs d'un côté et des acteurs de terrain. Et il y aura des boucles de rétroaction permanentes. Donc voilà, c'est ce lancement-là plus précisément, et on cherche des partenaires pour être dans l'alliance pour le GIECO, et qui est véritablement les moyens de financer le GIECO, bien sûr, mais aussi de le rendre utile, autrement dit, de développer des réseaux et des réseaux d'applications. Donc voilà les très grandes lignes de ce qu'on va présenter. On en dira un petit peu plus parce qu'on aura plus de temps, évidemment, sur ce qu'est le GIECO, comment il est né, pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés dans 76 pays et 35 disciplines à ce projet. Merci Jacques. J'en profite peut-être pour préciser, c'était induit dans le discours de Jérémy, mais cet événement, il est vraiment ouvert à tout le monde. On pense que c'est un sujet qui va impacter beaucoup de nos métiers, qui devrait en fait impacter notre culture métier. Et donc ça aussi, ça va être une diversité de participants qui va être assez riche, je pense. Nous, on interviendra en clôture de la matinée et en ouverture de l'après-midi avec un retour d'expérience qu'on voulait partager côté Pixelis, où on a accompagné beaucoup d'entreprises dans leur transition et leur capacité à mobiliser et à mettre en puissance leurs collaborateurs. Donc, ça ne fonctionne pas toujours pareil en fonction de la culture de l'entreprise, des objectifs, des profils à qui on a affaire. Et donc ça, on travaille souvent avec des anthropologues qui nous permettent de faire une communication qui mobilise. Et on voulait vous faire un peu ces retours d'expérience à la fois sur ce qui marche, mais aussi peut-être les écueils à éviter. Ce sera aussi l'occasion pour nous de vous délivrer le design paper qu'on est tous en train de coécrire, qui permet vraiment de poser un peu tout ce qu'on est en train de vous dire en fait ce matin, un peu l'état de l'art, mais de manière très très synthétique. Mais ça sera une documentation avec laquelle vous pourrez repartir si vous le souhaitez. Ensuite, il y aura une pause, et puis ce sont les équipes d'Alexandre qui prendront le relais l'après-midi.
C'est ça. Donc le premier après-midi, on travaillera en fait sur un sujet qui est probablement central pour que le facteur humain s'exprime. C'est le sujet de la santé mentale, et particulièrement de la santé mentale au travail. On est engagé dans des projets, donc au niveau du Humans Matter, sur le fait de concevoir en fait des parcours de soins innovants pour ce sujet de la santé mentale et du travail. C'est-à-dire que c'est pas que la santé mentale au travail, en fait, c'est la santé mentale et le travail. Voilà, mais je m'étendrai pas là-dessus. Et donc, on viendra partager un certain nombre de résultats d'une enquête qu'on a menée au cours du second trimestre. Et puis, commencer à concevoir, en fait, ces fameux parcours de soins innovants, en tout cas, poser les premières briques de ces fameux parcours de soins innovants, voilà, autour de la santé mentale et du travail. Merci, passionnant, c'est bien d'être dans l'action au plus tôt. Le lendemain, mardi 31, nous sommes vivants dans la place pour une journée. Que la troupe de Nous sommes vivants veut prendre la parole, Jérémy ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui a travaillé au programme? Peut-être Anne-Lise pour commencer le matin. Oui, donc c'est une journée découpée en 2 demi-journées. La matinée sera consacrée à la redirection écologique. Donc on re-questionne l'innovation et évidemment l'innovation en entreprise. On introduira la redirection écologique, on expliquera la différence, en quoi c'est différent de la transition écologique. Donc un peu une entrée en matière sur les concepts, sur les définitions, puisque c'est super important de savoir de quoi on parle et dans quoi on se situe. Et puis avec une table ronde avec plusieurs invités qui sont à la fois des théoriciens de la redirection écologique et puis des gens qui sont des praticiens. Donc, une agence de design, une personne qui travaille en indépendance, c'est un ancien chercheur océanographe qui travaille sur la redirection écologique. Et ils nous présenteront notamment un projet de redirection écologique réalisé avec l'entreprise Teddy Bear, les matelas. Donc, on reviendra sur les étapes par lesquelles ils sont passés pour réaliser ce projet. Et puis, ce sera suivi la table ronde est de 9h à 10h30. Et ensuite, avec un temps de discussion, compris évidemment avec la salle. Et ensuite, elle sera suivie d'un atelier donc de 10h30 à midi qui proposera de faire la fresque de la redirection écologique. Donc, on aura pour ça en animateur principal le créateur de la fresque de la redirection écologique et on essaiera de l'appliquer un peu concrètement à des sujets qui concernent les entreprises. Peut-être qu'on fera une présélection pour pas que ce soit tout et voilà qu'il y ait trop de sujets ouverts. On est encore en train de préparer. Et puis de manière pragmatique, j'ai la plupart des participants à la table ronde qui ont confirmé leur présence et l'animateur de la fresque de la redirection écologique qui a aussi confirmé sa présence. Donc ça se dessine plutôt bien pour le moment. Et je passe la parole pour l'après-midi, la deuxième demi-journée. J'imagine que c'est Rudy ou Jérémy. Rudy, tu peux prendre la parole sur l'après-midi ou est-ce qu'on a déjà des choses à annoncer? Bon, a priori, l'après-midi, on est sur le changement de modèle mental avec une table ronde et des ateliers. Et chez Nous sommes vivants, on a à peu près en ce moment 8 à 10 projets avec des équipes qui… Rudy vient de se marier aussi, donc voilà, il est KO. C'est que le début. J'ai vu que c'est que le début. J'ai vu que tu avais changé de nom aussi, tu avais ajouté le nom de ta femme. Donc oui, chez Nous sommes vivants, on a à peu près 8 à 10 projets où il y a des équipes de 5 personnes qui travaillent dessus. Donc le matin et l'après-midi, on vous proposera de nous rejoindre, de découvrir ces projets, de nous rejoindre pour trouver une nouvelle méthode et outils. Voilà, voilà pour Nous sommes vivants. Merci, Jérémy.
Nous, on fait un apéro. Hein. Et on aura aussi une petite table ronde pour commencer l'après-midi, Jérémy. Ah, vas-y. On n'est pas encore complètement calé, hein, mais donc justement autour du facteur humain dans les entreprises et notamment avec un focus aussi sur les entreprises libérées, la place que en fait l'homme ou le leader prend dans ces structures-là. Voilà. D'accord. Bon, Super. On en apprendra bientôt plus. Hein. Oui. On continuera cette exploration multidimensionnelle avec Yann pour 28 degrés design et son thème qui lui est cher sur la nouvelle valeur. Tu peux nous en dire quelques mots, Yann? Avec plaisir. Bonjour à tous. Du coup, nous, on va démarrer la matinée du 1er septembre, si j'ai bien calculé. On va essayer d'introduire la notion de la nouvelle valeur. Ça va être clairement dans la continuité de la redirection écologique, puisqu'on a travaillé sur cette notion de la nouvelle valeur qui explore la façon dont les business models doivent s'inscrire dans les nouveaux principes de design pour s'aligner avec les enjeux du progrès sociétal. Donc, on va mettre à discussion ces 5 dimensions de la nouvelle valeur qui est transformative, inclusive, écosystémique, esthétique et humaniste. On pourra évidemment échanger de ces 5 notions, mais qui représentent vraiment des prismes de regard sur les business models créateurs d'une valeur partagée. Je souhaiterais après mener une table ronde autour de la place du design et de l'approche design ou de l'approche design fiction, expérimentation intrapreneuriale pour faire advenir ces nouveaux modèles d'affaires et ressortir c'est quoi les freins du facteur humain qui sont sous-jacents, qu'il s'agisse du facteur humain du côté de la consommation, qu'il s'agisse du facteur humain du côté de l'organisation interne et des collaborateurs, ou qu'il s'agisse aussi du facteur humain du côté des stratégies partenariales des entreprises, puisqu'il y a aussi des nouvelles manières de coopérer dans un écosystème un peu plus large qui est caractéristique de cette nouvelle valeur. Et cela, je souhaiterais qu'on fasse un atelier suite à cette table ronde qui est en cours de décalage. Je ne suis pas aussi avancé que nous sommes vivants, mais j'ai une discussion avec les designers éthiques cet après-midi que j'aimerais vraiment associer à la démarche. Et sinon, dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'ai pas mal de personnes qui seraient prêtes à intervenir du côté de Danone ou de France Télévisions. Donc, je pense qu'on sera opérationnel sur la table ronde, mais je n'ai pas encore arrêté l'angle, puisque j'attends ces discussions avec les designers éthiques qui pourraient vraiment tenter la table ronde autour du rôle du design, de la création de ces fameux artefacts dont parlait Alexandre au début pour stimuler la redirection de la façon dont on pense en modèle. Voilà pour 28 degrés. Super. On continue l'exploration, mais c'est vraiment sympa d'avoir tous ces éclairages autour de ce sujet. On voit à quel point c'est transverse et ça nourrit tous nos sujets de réflexion. J'avais un nom qui est changé d'air. Est-ce que on en dit quelque chose à ce stade-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dit ou on passe à la prochaine? On peut prendre changer d'air. En cours donc effectivement, il y a une option qui est en cours de confirmation d'avoir une émission en live dans la lignée du forum Changer d'air, qui est un forum de prospective sociétale donc qui est généralement quelque chose qui se passe une fois par an à la Cité des Sciences à la Villette. Et il y a aussi dans cette lignée-là des émissions thématiques d'échanges sur de prospectives. Et donc, on est en train de confirmer la réalisation en direct d'une émission Changer d'air, avec une thématique privilégiée qui est assez intéressante, qui est Faites le Caire, pas la guerre. Ah oui, c'est vrai. Faites le Caire, pas la guerre. Super, merci. C'est un cours de confirmation. Le 1er septembre, il y a aussi la data qui soigne dans le programme. Ça, c'est un nouveau… Oui, effectivement, on aura donc une autre demi-journée sur le sujet de la santé, avec une approche très orientée sur ce qu'on appelle les thérapies digitales.
Donc un thème qu'on a appelé la data qui soigne, c'est-à-dire comment en fait la conception d'expériences thérapeutiques, de parcours thérapeutiques utilisant les interactions homme-machine, donc le digital et la data produite par ces interactions, peut donner une fin thérapeutique à la data. Et donc là, l'approche que l'on aura, on est en train de caler les intervenants, mais on est en train de caler des intervenants venant de la sécurité sociale, hein, enfin venant de la sécu, qui ont un certain nombre d'approches innovantes, en tout cas de facilitation de l'innovation dans ces domaines. Et puis, ça sera aussi l'occasion de partager les avancées de notre partenariat avec l'Institut du cerveau. Et donc, on a Fanny, Olivier et Agathe qui sont connectés là en ce moment, avec qui donc on a un programme d'innovation en commun sur le post-AVC. Et donc, on est en train de travailler avec l'Institut du cerveau pour notamment venir présenter un certain nombre de projets ou de startups qui viennent travailler sur ces thérapies digitales, enfin, sur ce grand domaine d'innovation qui est la santé digitale, dans lequel on est aussi fortement impliqué. Voilà. Donc là, ça sera plutôt du pitch et de la présentation de projet et des échanges en table ronde. Voilà, mais on est aussi en train de caler ces éléments. Super, en mode solution et exemple concret d'application aussi innovant en plus, ce sera passionnant. Merci. J'avais Jérôme pour Convention 21. Est-ce qu'il est connecté et est-ce qu'il peut nous dire quelques mots sur son programme? Je suis là. Alors, on ne s'appelle plus Convention 21, on s'appelle le Grand Défi des entreprises pour la planète. Voilà. Ah, Jérôme, c'est toi. D'accord, ouais. Bonjour. Salut. Je suis ravi de te rencontrer. Voilà. Et on a notamment comme partenaire le GIECO depuis 2 jours, je crois, Jacques, à peu près. Mais nous, on ne s'est jamais parlé. Tu as parlé à Virginie. Voilà. Je suis ravi de te découvrir en live. Voilà. On s'est parlé avec Jérémy hier, donc je vais pas être peut-être aussi précis que vous. Voilà. Sur l'idée, c'est qu'on accueille, alors je peux te le confirmer, Jérémy, la journée du 3 à Engage City. Ça, c'est confirmé. J'ai fait réserver les salles, donc ça, c'est bon. À la fois pour, si j'ai bien compris, changer d'air en parallèle et puis le grand défi en parallèle. Donc le matin, ce qu'on voudrait faire, c'est une table ronde autour des enjeux du grand défi qui sont climatiques et biodiversité et comment accélérer la prise de conscience, ce que disait Jacques tout à l'heure, et puis formellement la transformation des entreprises et du monde économique. Vous pouvez aller regarder le grand défi, je vais peut-être faire pas une présentation exhaustive, mais ce sera entre octobre et juin prochain. L'idée, c'est d'y ressortir 150 entreprises et puis d'avoir tout un ensemble de partenaires qui vont participer à 3 phases. Première phase de consultation, une phase de délibération, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, et ensuite une grande phase de diffusion, à la fois à la sphère économique et à la sphère politique. Voilà. Super résumé, mais c'est ça. Ensuite, l'idée peut-être, que j'avais eue hier, on verra bien, c'est de faire un atelier, un peu de simulation du grand défi, s'il y a à peu près, enfin environ de 50 personnes, à peu près que tu vas contenir les salles, 50-60 personnes, où on peut leur donner le rôle, puisque dans le grand défi, il y aura à la fois des représentants, des dirigeants, des salariés et des financiers. Du monde de la finance et des actionnaires des entreprises. Donc, on pourrait leur faire jouer un rôle, donc se mettre à la place de ces 3 acteurs et faire une simulation. On fait de temps en temps, c'est assez marrant, ça marche bien. Voilà ce qu'on pourrait proposer. On pourrait peut-être parler aussi éventuellement de ce que fait Engage avec les entreprises qu'on essaie d'accompagner aussi, qu'on accompagne et qu'on essaye de transformer. C'est pas toujours évident. Voir aussi, comme tu disais, Aurélia, très justement, les freins qu'on peut avoir avec les différents types d'entreprises et différents acteurs de l'entreprise avec qui on travaille, et puis peut-être communiquer sur les freins, ça peut être aussi très intéressant, je trouve. Voilà, donc ma modeste contribution pour l'instant, parce que tout n'est pas 4G, mais ce le sera, voilà, il n'y a aucun problème. Eh ben, merci, bienvenue dans l'aventure. Merci. Et j'avais un autre thème qui est plutôt un projet, le projet 21 jours. Qui veut en parler? Peut-être juste avant, je sais que c'est un peu dans le désordre, je suis désolé, mais il y a le LabRH et le Lancanc
Et Bien Audrey, sûr, excusez-moi. pour le 2 septembre, et ensuite on conclura effectivement avec Alexandre et j'ai vu Arnaud aussi, et il y a Yann dans 21 jours. Oui, donc bonjour, donc moi je fais partie de SBT. Je peux pitcher très rapidement le jeudi. Il est en cours de construction, donc je n'irai pas trop dans les détails. Mais voilà comment on l'a imaginé. Le thème, c'est l'apprentissage des soft skills et plus particulièrement des métacompétences. Donc le matin, une demi-journée consacrée vraiment aux soft skills, aux métacompétences. Co-animé avec Collectif Z et l'ABRH, avec une plénière sur ses compétences du futur, ses métacompétences du futur, et des ateliers d'application sur des... Oui, moi je termine juste, Marie-Pierre, et puis je te laisse la parole. Sur des thématiques RH, c'est-à-dire des situations d'entreprise où on aurait besoin de plus de métacompétences, donc des cas concrets, les cas concrets des personnes présentes. Et l'après-midi, on est plus sur, d'accord, maintenant qu'on a pris conscience de ces métacompétences, comment est-ce qu'on les développe? Sûrement pas avec les outils qu'on utilise jusqu'ici sur des compétences, on va dire, plus dures, plus traditionnelles. Et là, on va plutôt parler de nouveaux modes d'apprentissage en présentant sous forme d'atelier ce qu'on appelle chez nous un learn tank, qui est vraiment un mode d'apprentissage très expérientiel qui vise justement à développer les métacompétences. Voilà, et ce sera quand même animé en tous les cas cet après-midi avec Mélanie ici, d'Art for Science, et notamment une des compétences qu'on traitera dans un des ateliers, qui fera écho aussi à tout ce qui est au jour d'avant, sera le prendre soin, et on le prendra sous le prisme de l'empathie culturelle avec de l'art. Voilà, pour le jour 2. Et je ne sais pas du coup si… Marie-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose sur la journée du 2 ? Le micro est coupé, Marie-Pierre. Pardon. C'est plutôt sur le 3 et l'embarquement général, en fait, sur… Vas-y, allez. En gros, en fait, nous, on se proposait d'accompagner les projets qui allaient émerger, en fait, de ces quelques jours de mélange, de conférences, d'ateliers, pour ceux qui le voulaient, le 3 septembre, en fin de journée. L'idée étant, concomitant au projet 21 jours, de proposer en fait aux personnes qui lancent ces projets d'être accompagnées par The Game. Donc The Game, c'est quoi? C'est un outil qui permet en fait la transformation individuelle et collective, et dont on équipe en fait des projets, des organisations sur la transformation. Voilà, c'est l'occasion de dire le bonus en fait de ces 5 jours, c'est d'avoir droit à The Game pendant 6 mois. C'est un accélérateur en fait de transformation. Et après, ce qu'on avait proposé aussi, c'était un peu de gamifier l'ensemble du parcours sur les 5 jours. Mais là, comme je ne suis pas arrivée en début de réunion, j'en parle pas parce que ça va peut-être être lié aussi avec la communication. Et l'idée, c'était aussi de faire en sorte que cette université d'été ce soit plus une rampe de lancement. Et c'est pour ça qu'on a proposé en fait que ça finisse par le lancement de projet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter, Jérémy. On s'est dit qu'il n'y avait pas assez de choses. On s'est dit qu'il y avait pas, le programme n'était pas assez riche. Et donc, voilà, on est un petit groupe, on s'est remué les méninges là pour se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus quand même parce que… Et en fait, donc on a envie de proposer un défi en clôture de ces universités, enfin en clôture et en ouverture pour la suite. C'est en lien avec ce que mentionnait Marie-Pierre avec The Game, c'est-à-dire qu'on va initier un autre défi. Donc il y a le grand défi de Jérôme des entreprises, et puis nous on a envie de donner des défis à des groupes peut-être plus compacts d'humains, de personnes. Donc c'est ce fameux défi 21 jours qu'on a mentionné déjà 2-3 fois là depuis le début. Le pitch du défi 21 jours, c'est et s'il suffisait de 21 jours pour tout changer. C'est-à-dire que ce fameux 21 jours, c'est un petit peu dans les légendes urbaines, la durée minimale qu'il faut pour acquérir des nouvelles habitudes.
Mais en fait, on se rend compte que c'est la durée minimale si on s'y prend de façon assez traditionnelle, c'est-à-dire par la répétition et par les récompenses. Voilà, donc vous voulez arrêter de fumer, vous allez vous forcer à arrêter de fumer et vous faire des récompenses à vous-même parce que vous arrêtez de fumer. Donc nous, on a envie de tester une autre approche socio-cognitive, voilà, pour pas changer, basée sur ce qu'on appelle l'attention conjointe, et en se disant, mais en fait, si on se réunit en petits groupes et qu'on fait l'effort de porter notre attention sur ce sur quoi le groupe porte son attention, donc c'est ça l'attention conjointe, et ben peut-être qu'en fait on peut changer beaucoup plus rapidement. Et donc on lancera ce défi 21 jours en clôture des universités d'été. Et puis voilà, c'est moi qui parle pour que ça soit plus simple et que ça aille plus vite, mais on est un petit collectif nous-mêmes et peut-être qu'on a déjà changé. Ouais. Avec Arnaud, tout ça. Par contre, ça s'appellera pas le défi, hein. Donc on se lance un défi, mais c'est voilà, c'est pas déposé, hein. 21 jours pour tout changer, c'est le 21 jours pour tout changer. Ouais. Voilà. Et donc effectivement, Connecté qui fait partie de ce collectif qui a réfléchi à ce 21 jours. Il y a Arnaud, je crois, il y a Yann. Boris qui travaille aussi avec Marie-Pierre qui fait partie du Lab RH, Mathieu Vetter qui était fondateur de la revue Silex ID, et puis toi, moi, et j'oublie quelqu'un là ou pas, je crois pas, hein. Et puis Yann, bien sûr. Non, c'est bon. Voilà. Et puis qui veut nous rejoindre, voilà. Qui veut nous rejoindre, évidemment. Ah, génial. Passer à l'action, ça nous fera du bien pour finir ces 5 journées qui vont être hyper riches. On voulait conclure ce moment de partage peut-être pour, je pense qu'on est finalement beaucoup d'intervenants à être autour de la table, mais pour ceux qui ne sont qu'auditeurs, avec Jérémy, on voulait vous proposer les différentes manières que vous pouvez utiliser pour prendre part en fait à ce projet. Est-ce que Jérémy, tu veux commencer? On avait listé en vrac un peu les manières pour les gens de s'impliquer dans notre projet. L'idée déjà, là, on a un prochain rendez-vous le 7 juillet à 9h chez Pixelis. Donc là, c'est un enjeu de partenaires et de médias. Donc avoir un partenaire, c'est la garantie d'avoir notre objectif de 50 personnes par demi-journée. Et avoir des médias, c'est stratégique, hein, pour être visible et voilà, propager toutes les choses sur lesquelles on travaille au quotidien. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que tu as d'autres points en tête, Aurélia? Oui, il y avait le fait que vous êtes tous des influenceurs et vous avez tous votre réseau et donc vous demandez simplement on va commencer la communication sur les réseaux sociaux et donc de relayer, de faire du bruit autour de vous, toujours dans cette optique de réunir et en tout cas de faire connaître un maximum cet événement pour que les gens intéressés puissent le rejoindre. Et ça commence tout simplement par moi finaliser la page Eventbrite pour que vous puissiez ensuite vous inscrire par logique de demi-journée. Mais par logique de demi-journée, je vous laisse imaginer la petite prise de tête logistique. Bref, ça dans le tour à venir. Et donc, bien sûr, tout simplement, c'est de venir participer. On a vraiment essayé de maintenir un prix d'accès hyper presque symbolique, mais pour que toutes les personnes intéressées puissent rejoindre la réflexion, que ce soit des indépendants, des associations et aussi les entreprises. Je pense que c'est vraiment l'affaire de tous. Donc le prix, c'est 50 €. 50 € par demi-journée, yes. Pardon, et j'avais une question bête peut-être, mais qui on veut faire venir dans la salle? À qui on s'adresse en fait? À tous ceux qui ont envie. Oui, on est sur une diversité de profils. En fait, nous, on raisonne vraiment, j'ai parlé pour nous, pour Humans Matter, on a 3 demi-journées et on raisonne par demi-journée en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on va vraiment, je prends toute la demi-journée là qu'on va faire notamment avec l'aide de l'Institut du cerveau. On va être sur des sujets assez techniques autour des thérapies digitales qui intéressent le grand public parce que pour nous, c'est le futur du soin, le futur de la médecine. Donc ça intéresse évidemment le plus grand nombre. Maintenant, je pense qu'on va être assez ciblé dans les personnes qu'on va vouloir faire venir participer à la demi-journée. Donc
nous, on va vers une approche assez ciblée en activant nos réseaux par rapport à chaque demi-journée. Ok. Moi, pour Nous sommes vivants, j'ai un enjeu de faire venir des designers dans la matinée innovation qui conçoivent des produits et des services qui régénèrent les entreprises. Et ensuite, l'après-midi, je suis plutôt sur des fonctions accompagnement des changements en interne, donc DRH, voilà, direction générale, marketing, com, et tout le monde est bienvenu. Est-ce qu'il ne faudrait pas, malgré tout, vu la taille des salles et le grand public peut très vite faire des actes importants, que le grand public accède en visio et que voilà, ça soit plus ciblé pour les accès physiques? Je ne sais pas, c'est une question. Ça dépend des leviers médiatiques mis en œuvre. Ne pas se heurter à une file d'attente devant les salles. Voilà, de toute façon, la jauge sera fermée, donc on ne va pas vendre plus de tickets que notre capacité d'accueil. En plus, pour les restrictions sanitaires qu'on a en ce moment, on ne peut pas du tout prendre ce risque-là. On a ce relais sur YouTube en live pour que effectivement l'audience puisse vraiment être augmentée de manière conséquente, et là, ce sera gratuit. La rediffusion est payante, hein, parce qu'il y a table ronde et il y a atelier, donc finalement, c'est payant aussi. Ah d'accord. J'avais en tête. Un live payant. Ouais. Live et atelier. Un atelier pendant 2h30 avec Zoom Miro. Ben, ça... Peut-être c'est ambitieux, mais ça se tente. En fait, faudrait-il, je sais pas, j'ai une idée qui est peut-être bête, hein, mais est-ce qu'il ne faudrait pas timer d'abord essayer de faire venir les gens en présentiel? Et puis, si on dépasse, on ouvre en distanciel pour qu'il n'y ait pas… Parce que sinon, la tentation de dire « Oh, pour l'instant, je m'inscris en distanciel moins cher, etc. » c'est peut-être un… J'ai peur que ça se concurrence un peu, les deux approches. On peut faire ça en 2 temps. Clairement, pour le moment, on privilégie le présentiel. Hein, sur Eventbrite et tout, d'ailleurs, c'est même pas évoqué. J'avais même pas présenté ça en version. Ah oui, donc tu pensais en avoir que 10 à faire, en fait, en as 20. Ouais. Donne-moi les accès. Et aussi, il y a cette tribune collective que vous aviez évoquée au début du projet, qui serait co-signée par le plus grand nombre. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Jérémy? Oui. Oui, il faudrait. La question, c'est à quel moment on sort la tribune à co-signer? Est-ce qu'on la sort avant la… Accessoirement, Jérôme. Qu'est-ce que tu as dit, Jérôme? Il faut l'écrire. Il faut l'écrire, voilà. Tribune collective, c'est bien. On vient de finir le design paper et maintenant, c'est la tribune. Et après, la question, c'est où est-ce qu'on la publie? Si c'est les Échos, c'est Uzbek. Mais peut-être que ça me dit la perche, hein, un des objectifs qu'on s'est fixé avec les universités d'été, c'est de montrer que c'est possible. C'est montrer que c'est possible d'avoir une approche des transitions par le facteur humain. Enfin, voilà, sortir d'une espèce de sentiment de fatalité. Hein. Et donc, la question d'une tribune co-signée avec beaucoup de co-signataires, elle est là pour faire un espèce d'effet de masse et montrer que c'est possible. Et ça me permet aussi de parler d'autres choses, mais dont on parlera plus en détail plus tard. C'est qu'on utilisera pendant toutes ces universités d'été une technologie, un outil qu'on a mis au point pour en fait visualiser le réseau qu'on va créer par ces universités d'été. C'est-à-dire visualiser à quel point le fait de se réunir comme ça crée une masse de personnes qui sont en fait engagées dans le fait que ce facteur humain ait un impact positif. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle Anthropovise. Je ne vous embête pas avec les détails maintenant, mais ça viendra un peu plus tard et ça nous permettra de donner une matérialisation sur tout ce réseau que l'on va créer par cette semaine d'échanges, de travaux en commun, etc. Et donc, l'idée est bien de nous réunir. Donc, effectivement, ça va dans l'idée de Jacques et de Jérôme de peut-être privilégier notre réseau de proches les 2 premières semaines pour que nos amis, les gens avec qui on a envie de passer l'année prochaine sur des super projets,
soit avec nous. Est-ce que quelques personnes ont des questions, des suggestions? Des mots d'encouragement? Oui. Let's go. J'aurais dit bravo. Il faudra voir après la disponibilité, mais moi ou Stéphane ou d'autres des échos pouvons contribuer au suivi aux 21 jours. Ça me paraît très intéressant, très pertinent. C'est sûrement très difficile à mettre en œuvre, mais je pense que nous savons tous que ne pas laisser retomber la mayonnaise après un événement un peu engageant, c'est important. Et oui, bien sûr, c'est important. Donc, prêt à y participer, pour voir comment, mais assurément, c'est important. Bravo, en tout cas, pour l'idée. Du coup, la clôture, elle se fait en plénière, il y a un temps fort à la fin? Il n'y a pas encore de temps fort à la fin de prévu. Comme on sera dans les locaux de Engage City, j'ai entendu parler d'une terrasse. Je valide. Il y aura un apéro, va. Vous en faites pas. Là, on mettra à disposition. Ouais. On a tous des bons périmètres en commun, une belle croisée, aussi bien design thinking que neurosciences que art, etc. Et du coup, est-ce qu'à la fin, on ne partagerait pas une conclusion un peu générale, un peu s'afficher tous ensemble en disant dans l'ADN de tout est possible, il y a vraiment des illustrations qui sont faites de tout point, de tout bord, qui vont être assez riches. Nous, pour Art for Science, on ne s'est pas présenté, mais j'imagine qu'on aura l'occasion plus tard. Mais nous, on vient témoigner d'abord d'une expérience personnelle en disant, en fait, on peut vivre une vie avec la moitié d'un cerveau en moins, une vie d'entrepreneur et de père de famille et de plein de choses comme ça. Parce qu'à la base, avec mon mari, on a créé une association parce qu'il s'est fait amputer du cerveau et que on a travaillé le message de dire c'est pas parce qu'on a une tumeur cérébrale que c'est la fin. Et au contraire, on est dans cette positivité-là et d'expliquer que des connaissances qui sont accessibles à tous, si on décide de les transformer et de les mettre en action pour transformer sa vie ou son écosystème, parce que c'est le point commun de tout le monde, c'est possible. Et donc, nous, on vient témoigner de ça et on vient aussi apporter des outils très concrets en disant l'art a été un moyen aussi pour nous de garder une santé mentale à un bon niveau, etc. Et que ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui était loin de nous. Et finalement, c'est des petites best practices que chacun peut inclure dans son quotidien. Donc, c'est un peu l'ADN de notre association et la visée de tout ça. Et au but de toutes les personnes qui se sont présentées aujourd'hui, on pourrait présenter un front commun en conclusion pour dire, voilà, on vous a présenté un mini récap de telle manière concernant des situations qui étaient vitales ou écologiques ou ci ou ça, à différents niveaux. Il suffit de se mettre en œuvre nous-mêmes, il suffit d'une décision et ensuite que les choses déroulent, etc. Et ça pourrait lancer un... Ouais. Merci de ce témoignage, mais on pourrait même finir peut-être par un moment artistique. Faire il y a un piano, il y en a même deux à Engage City, donc on peut très bien finir par un moment artistique. On veut participer, etc. Au collectif, je ne sais rien, mais ça pourrait être une bonne idée. Lancer une chorale. Moi, j'étais chanteur lyrique, donc je peux le faire, si vous voulez. Mais enfin, bon, bref, l'idée, ça peut être que ce soit participatif ou j'en sais rien. Mais peut-être que finir avec un moment artistique, voilà, une culture élégiaque, élévatrice. Très bien. Mais l'idée, effectivement, de retrouver ceux qui veulent à la fin me paraît pertinente. Vous serez les bienvenus, en tout cas. Voilà. Okay. Après, ça peut être aussi symbolique. On peut tous signer une charte de je ne sais quoi. En fait, t'as tout le monde de ta maison. T'as tout le monde de ta maison, on peut faire un peu aussi bien pour la presse, après pour des revivals, etc. Si chacun des partenaires après dit j'ai signé ça à l'occasion de la clôture de l'université d'été de UN Matters, comme un expo photo. Et j'ai vu ton commentaire, Sylvie, on pourrait avoir une anthologie avec les différents termes que l'on utilise et que tout le monde ne connaît pas encore. On peut sortir une anthologie. Mais je ne suis pas sûr que tous les mots utilisés y soient. Ça peut être une base. Art for Science. Ça marche. ART, espace FOR, espace science. Art for Science. Moi, je trouve que l'idée d'un événement artistique. Merci Jérôme.
Merci Jérôme. L'idée d'un événement artistique de Jérôme est une très bonne idée pour je vous quitte là-dessus. symboliser le vivant. Voilà. J'adore quand on me dit que j'ai une bonne idée. Salut. Bonne journée. Et après, moi j'avais une dernière question, c'est est-ce qu'on reste sur le mot université d'été? Oui. Qui n'évoque pas complètement le futur entre nous. Oui, mais ça y est, maintenant. Vous avez validé? Ouais, on est au lancement, là, ça y est, c'est lancé. Ok. Mais n'oublions pas que notre titre, c'est le facteur humain au cœur des transitions. Et en dessous, il est écrit en tout petit université d'été. Ah ben ça va alors. Voilà, c'est juste histoire de nommer voilà, l'événement, mais c'est pas... Voilà. On est là pour le facteur humain, pas pour aller à l'université. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre quand même. Voilà, ben merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci, bravo. Paris. Merci. Ouais, bon, voilà. Merci Jacques. Merci Stéphanie, merci tout le monde. Merci Aurélia d'avoir animé. Riyad, tu voulais dire quelque chose ou pas? Olivier, ouais, vas-y. Mais on t'entend pas, il y a pas de. Faut que tu appuies sur la télécommande, je pense, dans cette salle, Riyad. Télécommande de la Chrome machin. Là. Ouais, c'est bon, vas-y. Un boulet, ça fait un quart d'heure que je parle. Alors, je disais, et le facteur, on y tient? Je veux offenser personne, ni Jacques, ni personne, mais facteur humain, c'est un terme auquel on tient aussi. Enfin, Oui, ça se discute. je sais pas, mais je pense que c'est une connotation qui me paraît un peu technique. C'est une simple variable dans une équation. Oui, c'est ça. C'est un peu réducteur. On se faisait la remarque. Oui, mais en même temps, remplacé par quoi? Parce que si on met juste l'humain au cœur des transitions, on vient sur quelque chose de très très plat. Moi, j'aimais bien. Mais c'est peut-être le moment, je vais pas dire d'être disruptif, mais justement de changer un tout petit peu les approches mainstream auxquelles tout le monde, je dirais, est habitué et puis finalement personne ne bouge. Ah, encore un truc sur le facteur humain. Le facteur humain, je pense que c'est pas connu de beaucoup de monde. Hein. Vous êtes peut-être dedans, mais typiquement, moi, je l'ai découvert et pourtant, je m'intéresse à l'anthropologie. Toutes les entreprises en parlent depuis des années. D'ailleurs, ce sont elles qui l'ont introduit en tant que facteur. Ok, on attend votre proposition. Alors, j'ai une proposition qui serait l'humain source de transition et pas au cœur. C'est-à-dire qu'il y a une question de dynamique. Je voulais juste dire que moi je connais pas le facteur humain, enfin je connais rien, j'ai été un peu propulsée il y a je sais pas quelques jours là-dessus et j'ai très bien compris. Enfin je veux dire ok je travaille chez SVT mais c'est quand même très compréhensible du grand public ce titre le facteur humain au cœur des transitions. Enfin, voilà. Si jamais on est pressé par le temps, je pense que c'est. L'avantage du facteur humain, c'est que ça dit la dimension technico-scientifique. Et je pense qu'elle est quand même importante. Deuxièmement, on ne peut pas faire la guerre partout, au moins le terme existe. Deuxièmement, le facteur humain décrit des choses extrêmement diversifiées qui rentrent bien dans le cadre. Mais à l'inverse, le cadre est ouvert, si on fait mieux, moi je dirais. Ok. Dernière chose, non, mais c'était juste une proposition. On pourrait très bien demander soit à Jean-Philippe d'Andreville, soit à Sylvain Odinovski de nous organiser une forme de concert à la fin, l'ensemble des participants. Voilà, s'il y a un moment artistique, et il faut le mettre l'un ou l'autre, les mettre dans la boucle, participant aussi à tout ce qui peut être année systémique, etc. Notamment, je pense à Jean-Philippe. Merci Rudy. Ça pourrait être intéressant. C'est un chef d'orchestre qui est en plus du conservatoire d'Aix-en-Provence. Voilà. Jean-Philippe, c'est une bonne idée. Et peut-être pour introduire cette touche artistique à la fin, on pourra parler de l'OMS qui a publié un rapport sur les bienfaits de l'art sur notre cerveau, justement. Ça pourrait être la transition qui permet d'introduire le pourquoi on finit par une touche artistique. Très bien. Okay. Je vais passer une semaine complète à mener un stage sur l'art et le comportement. Donc voilà, je vais déjà préparer le terrain de mon côté. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à vous d'être passé nous voir et d'avoir été un jour. Merci à Sébastien sur Anthropovise.
Coucou Olga. Merci, au revoir. Merci Sama. Merci Olivier. Ciao. Au revoir, au revoir.